Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche et comme tous les dimanches, nous sommes à nouveau ensemble pour parler de la bourse, des grandes actualités économiques, des différentes tendances, des différents actifs, des risques, tout ce qui est lié à nos investissements. Au menu de cette vidéo, nous allons parler principalement de ce que font les gourous, les grands investisseurs, les grands gérants de fonds. C'est une vidéo que je vous fais à peu près tous les trimestres pour vous donner des mises à jour par rapport aux dernières transactions des investisseurs connus, bon, Warren Buffett, George Soros, etc. etc. Donc j'essaie de un peu diversifier la liste de gourous qu'on va surveiller. Ensuite, on va comme d'habitude parler des actualités économiques majeures, on va parler un petit peu du Covid encore malheureusement, on va parler aussi des différentes opportunités d'action, de ce qui s'est passé en bourse et est-ce qu'il y a des opportunités. Je vous présente en général maintenant dans ces vidéos de dimanche les idées flash, on va dire, c'est pas forcément les idées dans lesquelles j'investis, mais ce sont les idées dont je me pose la question, est-ce que c'est intéressant d'y investir ou pas, et on en discute dans les commentaires à cette vidéo par rapport à ces idées. Voilà, donc ça c'est le sujet principal. Avant de commencer, comme d'hab, je vous invite à vous inscrire s'il vous plaît sur la chaîne Mind de Cash. Ça y est, on est 10 000 abonnés, donc je vous remercie énormément pour votre confiance. Donc j'espère que notre chaîne, notre communauté va grandir de plus en plus. C'est pour ça, n'oubliez pas s'il vous plaît en like, partagez cette vidéo, et je vous rappelle qu'il existe le site minddecash.fr où vous pouvez trouver toutes les informations, les portefeuilles verts, PEA, rentiers, les crypto-monnaies, maintenant le nouveau crypto game. C'est fait partie de cette vidéo. À la fin de la vidéo, on va avoir un nouvel épisode de notre crypto game que j'ai lancé il y a 3 semaines. Donc pour ceux qui ne s'intéressent pas à un tel ou tel sujet, je mets toujours les time codes dans la description de la vidéo, donc vous pouvez passer les sujets qui ne vous intéressent pas. Le principal que les vidéos de Café du Dimanche vous fassent plaisir pour que ça soit pas, on va dire, le temps passé pour rien. Donc si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas de passer avec des time codes que je mets exprès pour adresser correctement le contenu à des bonnes personnes qui sont intéressés par ce contenu. Donc au tout début de cette vidéo, je voudrais faire une petite annonce que le prochain Café du Dimanche, je voudrais consacrer à la réponse à vos questions. Donc il y a beaucoup de questions qui sont posées sur la chaîne Telegram, le lien se trouve à la description de cette vidéo, mais aussi dans les commentaires dans les diverses vidéos. Et de temps en temps, j'organise des sessions, on va dire des streams, qui sont consacrés entièrement à la réponse aux questions. Donc j'aimerais bien faire ça le dimanche prochain, et donc je vous invite de poser les questions dans les commentaires à cette vidéo. C'est là où je vais, on va dire, collecter toutes les questions pour qui vont faire partie de prochain Café du Dimanche. Donc poser les questions, pas forcément sur la finance, sur pas mal de sujets, comme vous voulez. Toujours, c'est une chaîne esprit ouvert, on est cool, on va parler de tous les sujets qui ne sont pas nécessairement directement liés à la finance. Donc, si vous voulez poser des questions par rapport aux entreprises concrètes, ça c'est un petit disclaimer si vous voulez, je préfère que vous envoyez quand même les entreprises qui intéressent les autres aussi, pas les entreprises genre de 2000 € de capital. C'est quand même les entreprises qui sont relativement connues. Je ne peux pas malheureusement passer le temps sur les toutes petites entreprises qui n'intéressent qu'une seule personne parmi la communauté Mind de Cash. Donc essayez de penser quand même aussi aux autres. Donc, si l'entreprise vous trouvez qu'elle est intéressante à beaucoup de personnes, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me proposer pour que je fasse une petite analyse. Ça sera l'analyse technique certainement parce que je n'aurai pas le temps de faire l'analyse complète des entreprises dans une seule vidéo. Voilà, donc nous commençons. Nous commençons par notre tableau de bord que je vous présente quasiment toutes les semaines et qui nous permet en gros rapidement de prendre la température des marchés, la température de ce qui se passe sur les marchés actuellement. Et donc, comme les dernières semaines, on voit que la hausse fulgurante des marchés, elle continue. Donc on est au plus haut quasiment sur tous les indices. D'ailleurs, sur une semaine, l'indice ont montré des performances négatives de mémoire. Voilà, donc c'est moins 1% sur Nasdaq et moins 0,20 sur S&P 500, mais ça reste quand même très très haussier. Je surveille particulièrement l'indice VIX en fait qui représente la nervosité du marché. Et là, à nouveau, nous sommes très très bas. Donc sur le VIX, on est à 16,29. Pour ceux qui font partie du groupe Option Invest, j'ai fait une présentation d'une stratégie assez complexe sur la volatilité que je vais monter probablement la semaine prochaine parce que je pense que ça commence à être vraiment intéressant de le faire. Je vois l'augmentation des risques et je vois l'augmentation de la volatilité et donc il y a des stratégies qu'on peut implémenter avec des options qui permettent d'avoir une exposition qu'on appelle non directionnelle, donc quelle que soit la direction des marchés et en gros ça vous expose principalement sur la volatilité et pas sur les prix de vos sous-jacents. Donc ce sont des
stratégie complexe. C'est pour ça que j'ai créé un club Option Invest qui va être rouvert dans 2 semaines. Ça y est, pour ceux qui s'intéressent aussi, dites-moi dans les commentaires, ça me permet un petit peu d'envisager combien de personnes veulent rejoindre ce club. Et là où je présente en détail, il y a une petite formation sur les options et je présente ma stratégie, je publie mes positions sur le marché optionnel. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Donc, les personnes qui font partie, il y a à peu près 120 personnes actuellement, ce sont les personnes qui ont rejoint ce club cet été. Voilà, en gros, c'est une stratégie que je compte monter la semaine prochaine. C'est pour ça que je surveille de près la volatilité implicite. C'est en fait ce qui est mesuré par l'indice VIX. Et pour moi, c'est vraiment le point d'entrée. Je pense que je vais passer à l'action le lundi ou le mardi. D'ailleurs, c'est le lundi souvent que je passe les trades, on va dire, de moyen terme, et c'est là où je poste d'ailleurs mes transactions sur les cryptos au sein du crypto game que je vous présente à la fin de chacune des vidéos de Café de Dimanche. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'important? Ce qui est très important, c'est le marché des taux. Vous savez qu'on dit toujours, il faut toujours surveiller le taux long. Les taux longs ont monté. Ils ont monté assez significativement cette semaine pour une raison de la publication de l'inflation, des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Mais je ne vais pas m'arrêter longtemps sur ce sujet parce que c'est un des sujets principaux de cette vidéo, donc on va encore en parler. Du coup, la conséquence de cette annonce euro-dollar, gros mouvement, le renforcement de dollar, vous savez, dès qu'il y a des risques, c'est le dollar qui remonte. Mais vous savez, il y a des risques d'un peu partout maintenant, il y a même des risques géopolitiques, on va aussi en parler dans cette vidéo, donc vous voyez, il y a beaucoup de sujets. À la frontière entre la Biélorussie et Pologne, il ne faut pas sous-estimer d'ailleurs cette situation parce que vous allez voir que ça peut avoir un impact direct sur l'inflation, mine de rien. Donc là, je vais vous expliquer mon raisonnement, pourquoi je pense ainsi. Donc, c'est quand même assez important et de point de vue boursier. Vous savez, souvent, j'essaie de me mettre à l'écart de tous les sujets géopolitiques. Déjà, c'est assez clivant, j'aime pas trop parler de la politique, ainsi que de la Covid, des vaccinations, des choses comme ça. J'essaie toujours de rester objectif, me baser uniquement sur l'information qui est justifiée, qui sont des faits, en fait, quelque part, qu'on peut analyser de manière pérenne. Voilà. En gros, les risques augmentent, donc il y a partout un petit peu des risques, sauf sur les marchés financiers. Et sur les marchés financiers, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la Réserve fédérale a commencé à réduire les injections monétaires, comme vous le savez, à partir du mois de novembre. Donc ça va prendre beaucoup de temps, mais quand même, la démarche est enclenchée. Donc de point de vue émotionnel, ça devrait quand même perturber un peu les marchés, mais pour l'instant, encore une fois, le marché s'en fiche et il continue à monter. Ça fait du bien pour notre portefeuille. Si vous lisez mes posts journaliers sur mindcash.fr, que je vous invite à rejoindre avec le lien qui se trouve à la description de cette vidéo, vous pouvez retrouver mon point journalier sur la presse économique et une petite remarque de mon sentiment personnel, mon avis personnel par rapport au marché. Je pense que c'est assez intéressant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous apporte de la valeur. Les posts que je fais, c'est vrai que ça me demande quand même un tout petit peu de travail le matin, en étant assez occupé, même très très occupé généralement dans la vie. Donc je le fais quand même. Dites-moi dans les commentaires si ça vous apporte de la valeur et donc j'espère que c'est le cas et ça permet aussi de me préparer quelque part ces vidéos de dimanche parce qu'en gros ce que je fais aujourd'hui c'est quelque part synthétiser l'information que je vous donne tous les jours. Voilà, ensuite sur le pétrole, donc il y a eu un mouvement, il y a eu une petite correction, mais c'est rien de grave. Pour l'instant, on reste toujours dans le mode energy crunch, pardon, pas encore credit crunch, peut-être un jour, mais energy crunch c'est sûr, on n'est pas encore sorti d'affaires, donc ça va rester haut. Ça va rester haut suite à des circonstances très particulières. Donc sur les cryptos, on va encore en parler. Il y a maintenant une rubrique dédiée à la fin de cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, je passe au sujet, un des sujets principaux de cette semaine, c'est l'inflation. Bon, ça y est, les États-Unis ont fait la publication de leur inflation, elle est ressortie au plus haut depuis 31 ans, donc c'est vraiment juste incroyable. Donc les prix ont monté de 6,2%, donc c'est quelque chose de du jamais vu, sachant que notre taux à 10 ans aujourd'hui, je vous rappelle, est à 1,54 qu'on vient de voir. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré la courbe des taux des États-Unis. Je sais que le sujet des obligations n'intéresse pas tout le monde, je trouve que c'est vraiment très dommage. J'adore notre communauté Mind Cash, je trouve que c'est une communauté très intellectuelle et en fait qui a des approches très sensées envers les marchés financiers, mais je vous rappelle encore et encore que le marché obligataire est important à comprendre pour élaborer votre stratégie sur les autres classes d'actifs. Donc parce qu'en fait, à chaque fois quand je fais des vidéos sur les obligations, que moi je trouve hyper importantes, elles ont très peu de vues, non pas très peu, mais moins de vues que d'habitude, et j'ai pas un sentiment que ça intéresse énormément de personnes. Il y a certaines personnes qui sont intéressées, et elles ont raison. C'est
vraiment le marché, c'est la base, c'est le fondement de notre capitalisme. Les mouvements tectoniques sur ces marchés vont nécessairement avoir les répercussions sur les autres marchés, y compris actions, y compris crypto si vous voulez. Donc tous les marchés sont dépendants du marché de dette. Et donc là, quand on parle de l'inflation, c'est en lien direct avec le marché de dette. C'est pour ça que le 10 ans américain a remonté. C'est pour ça que le dollar l'a augmenté. Vous savez, c'est absolument absurde, n'est-ce pas? Donc l'inflation augmente, comme on va dire que le pouvoir d'achat de dollars, elle baisse, quelque sorte. Normalement, on devrait se dire, la mort du dollar, on va encore, énième fois depuis les décennies, essayer d'enterrer le dollar et dire que demain, on va s'échanger qu'en bitcoin. Et non, finalement, le dollar se renforce. Pourquoi le dollar se renforce? Parce que, comme je disais justement dans mes posts journalistes, ce qui est le plus important, c'est les anticipations par rapport à la politique de la Réserve fédérale. C'est ça le driver principal de toutes les économies, de toutes les anticipations de marché. Donc, si l'inflation augmente, ça veut dire que normalement, encore une fois, je dis normalement, ça ne va pas forcément se passer comme ça, c'est que la Réserve fédérale, à un moment donné, elle devra remonter les taux. La remonter les taux, cela veut dire, c'est la chute boursière, cela veut dire, c'est la fin de toute cette fête que nous vivons depuis un certain temps sur les marchés financiers. Donc du coup, c'est une mauvaise nouvelle qui n'est pas prise en compte sur les marchés d'actions pour le moment, parce qu'ils ne croient pas vraiment à la remontée des taux. Mais en tout cas, le marché de dette, qui est très souvent considéré comme le marché intelligent, on a un terme qui s'appelle smart money, qui va, en fait, l'argent qui est intelligent des grands gérants. Et souvent, on dit que le smart money domine le marché obligataire. Donc, suivre le marché obligataire, encore une fois, c'est très important. Voilà, donc là, je ne vais pas m'éloigner du sujet de l'inflation. Donc déjà, c'était une déception. La Fed, elle a fait, on va dire, un maigre commentaire par rapport à ça. Comme d'habitude, ils disent que bon, tant pis, c'est du temporaire, patati patata. Mais ça, c'est toujours l'histoire que nous avons entendue à plusieurs reprises, mais ça n'a pas changé. Mais ça commence à être un petit peu toujours une histoire d'un autruche qui ne voit pas la réalité. Là, je veux vous donner mon avis. On en avait déjà parlé par rapport à Fed, par rapport à Powell, comme quoi il ne veut pas reconnaître cette inflation. Donc ça, c'est un débat, je pense que vous entendez pas mal dans tous les médias. Je pense que ce qui est intéressant, que moi je pense, parce que bon, la valeur ajoutée ici, c'est que je vous donne mon avis. En fait, je pense qu'il y a une partie de la vérité dans les réflexions d'un Powell, et c'est pas purement la naïveté. Donc on peut pas croire que la Banque centrale est naïve. Donc souvent, certains commentateurs, d'ailleurs, je ne veux pas les citer sur les chaînes françaises qui traitent des crétins, tous les présidents des banques centrales. En général, finalement, c'est eux qui se retrouvent comme des crétins, mais ils ont quand même une certaine vision de l'inflation qui peut-être ne se confirme pas aujourd'hui, mais il y a une grande partie de la vérité dans ce qu'est dit Jerome Powell. Effectivement, la structure de l'inflation que nous vivons aujourd'hui, elle est très différente par rapport à l'inflation normale. Et donc, du coup, c'est pas forcément la meilleure solution pour gérer cette inflation, pour, on va dire, encadrer cette augmentation des prix. Ce n'est pas forcément la remontée des taux. Donc là, je vous donne un exemple. Imaginez que si Jerome Powell, il augmente les taux dès maintenant, ok? Donc il dit que genre, ok, l'inflation est trop élevée, donc selon la théorie de l'économique, il faut augmenter les taux. Donc il monte les taux. Qu'est-ce qui va se passer? Donc du coup, il va baisser la production. Baisser la production, ça veut dire quoi? Il va augmenter le phénomène des pénuries, n'est-ce pas? Parce que déjà, on n'a pas assez de puissance de production pour satisfaire la demande. Aujourd'hui, c'est ça la pénurie. En fait, on n'arrive pas à livrer. Après la réouverture de Covid, on a tout un tas de pénuries qui se sont formées dans tout un tas de secteurs. Et maintenant, s'il monte des taux, ça veut dire qu'il va baisser quelque part l'activité économique, et donc du coup il va accentuer le problème des pénuries. Vous voyez, donc c'est quand même un peu plus compliqué structurellement cette inflation que nous vivons aujourd'hui, et donc la remontée des taux, ce n'est pas forcément une solution adaptée pour gérer ce type de l'inflation. Donc l'inflation n'est pas toujours la même. Il y a une inflation quelque part saine, quand l'économie va bien, quand les salaires montent, donc le pouvoir d'achat monte, etc., etc. Ça, c'est une inflation saine. Effectivement, on peut la gérer en montant ou en baissant les taux pour, on va dire, éviter la surchauffe ou bien stimuler l'économie, on va dire, normale et saine. Donc ça, c'est tout à fait bien. Après, il y a l'inflation suite, on va dire, à des événements économiques majeurs, donc typiquement, genre, quand la devise commence à perdre de la valeur, notamment dans les pays émergents, la Russie dans les années 90, donc c'est vraiment quand l'économie est en train de s'effondrer, la devise perd de la valeur, comme en Zimbabwe, comme en Argentine, donc c'est encore un autre type de l'inflation, mais aujourd'hui, nous vivons vraiment quelque chose structurellement différent, parce que cette inflation, elle est directement liée à la réouverture post-Covid, et c'est vrai que ça a pris plus de temps que la Fed avait prévu pour gérer cette pénurie. Donc je pense que dans on va dire, guidelines, dans les forward guidelines de la Fed il y a un an, ils s'attendaient que
ces pénuries allaient se résorber en fait de manière un peu plus efficace, donc que l'économie, on va dire, efficiente devrait quelque part effacer ces déséquilibres. Mais ça a pris beaucoup plus de temps, donc visiblement, elle n'a pas aussi efficient que la Fed a pensé, et c'est là, il y a une erreur de la Fed, effectivement, il faut le reconnaître, mais ils n'ont pas tort de dire que, effectivement, cette inflation que nous vivons aujourd'hui, c'est pas l'inflation classique, même si, on va dire, ça donne des effets extérieurs, donc à l'apparence, ça fait peur, hein. 6,2%, waouh, c'est quoi ce truc? On ne pourrait même pas imaginer ce genre de choses il y a 2 ans, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est la réalité, mais je pense qu'ils réalisent très bien que l'augmentation des taux, ce ne va pas forcément être une remède la plus efficace pour gérer cette inflation. Donc, voyez, donc il faut quand même aller toujours un petit peu dans le fond des choses pour comprendre ce phénomène complexe de l'inflation et qui est en fait en grande partie lié au energy crunch que nous vivons actuellement. Et ça, c'est un sujet qui est très important, duquel je voudrais vous parler aujourd'hui, parce que vous avez certainement entendu parler de la situation qui s'est produite entre la Biélorussie et Pologne sur la frontière avec des migrants, et la crise des migrants que les Européens le voient artificiellement créée par la Biélorussie. Évidemment, il y a énormément de preuves que c'était le cas. Donc là, je ne veux pas encore une fois rentrer dans la politique. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait la Biélorussie qui n'a pas grand-chose à proposer contre les sanctions occidentales envers le soi-disant président de la Biélorussie qui n'est pas reconnu par l'Union européenne et par tous les pays développés. Et en gros, ce qu'ils essaient de faire, ils essaient on va dire, de créer un conflit et faire en sorte que les dirigeants européens se mettent autour de la table avec lui, le président qu'ils ne reconnaissent pas, pour gérer ce problématique. Et la semaine dernière, il a menacé de couper le gazoduc qui passe à travers de la Biélorussie. Évidemment, cette phrase elle a été agréée avec Vladimir Poutine, avec la Russie. Donc ça veut dire qu'il mène la politique similaire, donc tout était coordonné parce que le président biélorusse s'est rendu avec une visite officielle, énième visite officielle, je pense que tous les mois elle va à Moscou, tout récemment, avant de faire ces annonces et avant de commencer cette histoire avec les migrants. Donc faites quand même attention parce qu'ils peuvent commencer à spéculer autour de coupure d'un gazoduc envers de l'Europe qui va accentuer le energy crunch. En fait, ils peuvent instrumentaliser cette situation difficile énergétique post-Covid avant de faire passer leurs objectifs politiques sur la scène internationale. Donc, dans cette situation-là, à mon avis, il ne faut pas sous-estimer cette crise des migrants qui est, en tout cas pour moi, elle était artificiellement créée, et pas que pour moi, parce qu'il y a des faits absolument évidents que le président biélorusse, soi-disant président biélorusse, qui a organisé par lui-même. Et donc, dans cette situation, ça peut effectivement augmenter encore la gravité de cette crise énergétique que l'Europe est en train de vivre. Et pour Vladimir Poutine, c'est un énorme avantage parce que ça lui permettra de convaincre les Européens, définitivement convaincre les Européens d'autoriser le nouveau gazoduc Nord Stream 2 que Gazprom avait construit, qui traverse la mer Balte tout en contournant l'Ukraine, en contournant Biélorussie également. Donc en gros, ça c'est un projet géopolitique, si vous voulez, majeur de Vladimir Poutine de ces dernières années. Donc il y a les intérêts principalement de la Russie, de Biélorussie qui est évidemment une satellite de la Russie, qui sont bien présents dans cette crise des migrants qui étaient, encore une fois, selon les informations objectives, étaient artificiellement créés. Donc du coup, ça peut nous créer encore plus de problèmes au niveau de l'approvisionnement énergétique. Du coup, peut encore augmenter l'inflation. Et si ça va encore faire augmenter l'inflation, je ne sais pas quelle sera la réaction des banques centrales. Vous voyez comment tout le monde est lié. Et dans cette situation, vraiment la géopolitique peut influencer la situation inflationniste dans la zone euro et dans le monde entier, bien évidemment. C'est juste un petit passage géopolitique pour vous tenir au courant que cette situation peut être liée également à l'inflation. Voilà, également, je vous ai promis de suivre régulièrement la situation en Chine, parce que moi je pense que ça tend des risques majeurs que le monde économique est en train de vivre aujourd'hui. Et cette semaine, la Réserve fédérale, encore une fois, elle a émis un warning que la crise chinoise de l'immobilier peut avoir des répercussions sur les États-Unis. C'est ce que je vous disais dans les précédentes vidéos, c'est que cette crise en Chine, elle ressemble énormément sur les subprimes aux États-Unis. Je ne veux pas me répéter encore une fois, j'ai tout dit, vous pouvez revoir les précédents Café Dimanche, je vais juste ne pas perdre le temps sur le sujet que j'ai déjà évoqué. Et donc c'est juste la Fed officielle, elle confirme que la crise immobilière chinoise, ce n'est pas uniquement la Chine. C'est ce que Pavel vous disait
la semaine dernière dans le café de dimanche. Voilà, un autre actif qui est assez intéressant sur notre tableau de bord et que je n'ai pas évoqué, c'est le gold. Pourquoi j'en parle du gold aujourd'hui? Parce que j'adore spéculer sur le gold. Je n'ai pas forcément un investisseur, je ne vois pas de vision fondamentale sur le gold, mais de point de vue technique, je pense que c'est assez intéressant au jour actuel. Ça fait des mois et des mois que je vous dis que gold il est super intéressant à trader entre 1850 et 1750 en fait. En gros, ça c'est une zone de support majeur. Donc là, on a resté pas mal de temps depuis début de l'année en fait dans ce corridor qui était super bien pour le trading. Pour ceux qui veulent s'initier dans le trading, je pense que le gold c'est vraiment parfait. Et là maintenant, on est en train de passer ce cap de 1850, je suis désolé parce que là tout à l'heure je pris sur un marché mexicain, donc du coup j'étais assez surpris par la valeur absolue des cours, mais voilà, donc là c'est bon, c'est le bon graphique. Donc on était assez baissier en fait sur la première moitié de l'année, et donc ensuite on a reparti en forte hausse, mais tout en restant dans ce canal que j'ai déjà dessiné depuis un moment. Et maintenant, avec le contexte fondamental, avec le contexte de l'inflation, ça peut donner un envie à certains investisseurs d'investir dans le gold. Je vous rappelle que c'est un marché extrêmement manipulé, donc ne faites-vous pas des miracles que le gold va vous protéger de quelque chose. Donc il y a des qualités protectrices en fait de l'inflation, mais ces qualités protectrices, selon moi, il faut les chercher quand les cours sont beaucoup plus bas, genre en dessous de 1000 $. Dans ce cas-là, on peut parler de la valeur fondamentale comme en hedge contre l'inflation. Mais au cours actuel, on a déjà hedgé tout ce qu'on peut et tout ce qu'on ne peut pas. Donc en tout cas, pour moi, c'est juste l'idée technique. Grosso modo, si on traverse 850, pour moi, c'est possible en fait, parce qu'aujourd'hui, l'émotionnel, il est très en faveur du gold. Tout le monde parle de l'inflation qui va déraper, qui va exploser, etc., etc. Du coup, ça va créer un envie en fait d'acheter les métaux comme ça. Aussi le silver. Silver, d'ailleurs, moi personnellement, ça m'intéresse, mais ici, il y a l'enjeu fondamental qui est bien plus présent. Donc là, je parle pas tout de suite du silver. Peut-être je vais le faire dans une vidéo suivante où je vais vous parler dans ETF qui investit dans le silver physique, le ticker SLV, ceux qui s'intéressent pouvoir regarder. Donc là, je pense que c'est une des idées d'investissement pour l'année prochaine que j'ai dans ma tête. Donc c'est pas impossible que je vais prendre une position. Mais pour le gold, de point de vue technique, si on s'installe au-dessus de 1850, je pense qu'on peut se rouvrir la voie vers les 2000, voire au-delà. Pourquoi pas toucher les plus hauts historiques. Si l'inflation dérape et si l'inflation peut déraper, selon surtout ce que je viens de vous expliquer, avec toute cette histoire géopolitique entre, en grosso modo, encore une fois, la Russie et Biélorussie, donc couple Russie-Biélorussie, contre l'Union européenne. Voilà. En gros, ça peut avoir des répercussions qui vont influencer de manière très inflationniste sur l'inflation. Enfin, je sais pas, excusez-moi pour le calembour. En gros, ça va faire monter les prix de l'énergie encore plus, et quand les prix de l'énergie montent, évidemment, tous les prix de tous les produits montent également. Voilà, en gros, sur Gold, j'ai une petite alerte que probablement ceux qui aiment trading, ça peut être le moment. Voilà, maintenant je passe à mon sujet préféré, entre guillemets. Bon, bien évidemment, c'est une blague. C'est le sujet que je déteste, hein, comme beaucoup de personnes, je pense. C'est le Covid. Donc, sur le Covid, pas de bonnes nouvelles, parce qu'on sait qu'en Allemagne, les cas sont en train de repartir. Et aussi, je voudrais, bon, comme dans pas mal de pays d'ailleurs, hein, parce que dans les pays qui ont commencé les vaccinations très tôt, maintenant, ils vivent un petit peu la baisse d'efficacité des vaccins et on n'est pas très clair encore sur les rappels. Donc Macron, il a fait une annonce qu'il y aura des rappels à partir de personnes de certain âge, c'est 60 ans si je ne me trompe pas. En gros, voilà, la politique, il faut encore déterminer quelle sera la politique de vaccination pour les prochaines phases, parce que visiblement des rappels vont devenir réguliers. Et donc, je vais lire un petit extrait sur le site mindthecash.fr, dans les publications journalières que je vous invite de lire. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les anti-vax, je vais la citer quand même. Selon Bloomberg, Moderna a tenu une conférence téléphonique au cours de laquelle elle a déclaré que les avantages de son vaccin continuaient de l'emporter sur le risque extrêmement rare de myocardite, tout en reconnaissant qu'un lien semble exister pour les jeunes hommes receveurs. La valeur du marché de la société avait récemment subi un coup dur alors que plusieurs pays européens se tournaient vers d'autres vaccins en raison de problèmes de sécurité, avec l'action en baisse de 35% ce mois jusqu'à la clôture d'hier. Donc bon, ça c'était fait le vendredi, le post. Le mois dernier, l'Union européenne a autorisé l'utilisation d'une dose supplémentaire de vaccin de Moderna pour les personnes dont le système immunitaire est gravement affaibli. Donc en gros, il y a eu un danger de myocardite qui a été trouvé dans les vaccins de Moderna et ça remet en cause évidemment
une certaine politique, partiellement une politique de la vaccination qui devrait changer, qui des vaccins qui vont être administrés dans les pays. Donc on va voir comment ça va se passer. Donc en gros, moi je ne suis pas spécialiste, je crois aux informations officielles. Donc ça, ce sont les informations officielles qui sortent. Je les communique. Évidemment, ça peut changer la donne, ça peut avoir de l'influence sur nos investissements, parce que si les vaccins vont commencer à être encore remis en question, dans ce cas-là, donc il y aura beaucoup plus de mouvements anti-vaccination, donc il y aura plus de doutes, il y aura de moins de personnes vaccinées, et donc du coup forcément ça va créer des nouvelles vagues du Covid dans le monde. Et ça a un lien direct avec nos investissements, avec notre stratégie. Pour l'instant, rien, le marché ne price rien du tout, price aucun risque du Covid. Je pense que même si cette situation se répète, la sanction ne sera pas forcément la même qu'elle était l'année dernière. On sait parfaitement comment ça se passe, donc on sait que les banques centrales injectent de l'argent, ils aident, ils stimulent, etc., etc. Et je pense que ça fait partie d'ailleurs du débat sur l'inflation, parce que j'ai parfois l'impression que les consommateurs, maintenant, ils n'ont pas tellement peur de perdre leurs emplois, de perdre leurs revenus, tout simplement parce qu'ils savent que les États, en tout cas les États développés, vont les soutenir, vont donner de l'argent facile, et comme ça, ils continuent à consommer, même si les situations économiques restent quand même extrêmement, extrêmement difficiles. Donc après, c'est mon avis, peut-être je me trompe là-dessus. Là-dessus, par contre, je suis beaucoup moins sûr que par rapport à la situation géopolitique, parce que, bon, évidemment, je ne sais pas comment réfléchissent tous les consommateurs, mais j'ai l'impression qu'il y a un certain laisser-faire, parce que les gens sont trop cool, ils ont vécu l'arrêt total de l'économie, et très peu de personnes finalement ont subi. Bon, très peu de personnes, je ne veux pas dire. Je sais qu'il y a certaines parties de la population ont senti vraiment ces lockdowns, ces conséquences du Covid, mais quand même l'impact économique du Covid a été quand même largement diminué par la politique ultra accommodante des banques centrales et des gouvernements qui injectaient de l'argent, qui distribuaient de l'argent de manière assez yeux fermés, si vous voulez, surtout aux États-Unis, qui offraient les chèques à tout le monde gratuitement. Et donc, naturellement, les consommateurs, ils se posent plus de questions. Donc, quand ils voient qu'il y a une possibilité d'acheter quelque chose, ils l'achètent sans problème, parce qu'ils pensent qu'au pire des cas, ça va être pareil. Et s'il y aura des fermetures, il y aura des subventions. Et donc, du coup, ils vont toujours rester plus ou moins en état confortable. Voilà. Donc, ça, c'est un débat socialiste-capitaliste, presque, parce que dans le mode socialiste, évidemment, l'État soutient les populations. Dans le mode libéral-capitalistique, l'État ne soutient pas et laisse démerder tout le monde par eux-mêmes. Donc, ça, c'est deux visions du monde. Il y a des pour, il y a des contre dans chacune des philosophies, chacune des approches. Et chacune des approches, d'ailleurs, donne des dérives qui sont parfois dangereuses. Cette approche socialiste que nous avons vécue pendant la crise de Covid, elle peut donner comme un effet de bord que, du coup, la population ne s'inquiète plus trop. Donc, ils pensent que, quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura un soutien gouvernemental dont ils vont pouvoir profiter. Voilà, maintenant nous passons au gourou. C'est vrai que ça fait 30 minutes que nous sommes ensemble, je n'ai pas parlé encore du sujet principal. C'est pour ça que je mets les timecodes dans les vidéos, parce que je sais que mes vidéos sont assez longues, mais je ne peux pas faire plus rapidement, j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, malheureusement, ça prend du temps, quoi. Voilà, donc je commence comme d'habitude par Warren Buffett. Donc Warren Buffett, on va voir qu'est-ce qu'il a fait. Donc c'est pas toujours très à jour. Donc là, les dernières opérations qu'il a acheté une société Liberty Sirius XM. On va regarder qu'est-ce que c'est comme société. Et on va voir si on peut s'inspirer des idées de Warren Buffett. En revanche, il a réduit Merck. Merck, vous savez, c'est celui qui a produit un médicament contre le premier médicament contre le Covid. Maintenant, il y a aussi Pfizer qui a déclaré d'avoir préparé ce médicament qu'il va commercialiser dans quelques mois. Warren Buffett, il a réduit également sa position dans General Motors. Il a vendu Axalta Coating System, je ne sais pas ce que c'est exactement. Il a ajouté Kroger. Kroger, on va regarder également. Et il a réduit Bristol Myers. D'ailleurs, j'ai complètement d'accord avec Père Buffett sur le Bristol Myers et sur AbbVie. C'est une grande pharma qui est en train de perdre les brevets. Donc, il y en a certaines personnes qui m'ont posé des questions sur la AbbVie. Bon, je ne sais pas comment ça se lit, AbbVie, je crois. Donc, je pense que pour moi, ça ne m'intéresse pas nécessairement, parce que c'est une société qui a beaucoup moins de rentabilité que mes top pharma que je représente régulièrement, comme Roche Holding, comme Pfizer, comme
comme Merck. Donc pour moi, vraiment, AbbVie et Bristol Myers ne faisaient jamais partie de ma shortlist pour les Big Pharma. Biogen, il a complètement vendu. Là, par contre, on n'est pas d'accord avec lui. Je l'ai toujours. C'est une société qui travaille sur une biotech, sur les médicaments contre la maladie Alzheimer. Donc là, je le garde toujours. Donc Buffett l'a vendu. On va voir qui va gagner. Faites attention que les gourous, c'est toujours bien, mais ils n'ont pas toujours raison. On voit que Warren Buffett, ces dernières années, il a fait quand même pas mal d'erreurs, donc il ne faut pas non plus prendre tout ça comme une panacée et croire que ce que fait Buffett, c'est nécessairement ce qu'il faut faire pour nous. Tout de même, il est quand même intéressant de jeter un œil sur les sociétés que Warren Buffett est en train d'acheter dans les conditions des marchés surévalués. Donc Liberty Media Corporation, ce Broadcasting Cable TV. Donc vous voyez, il n'est pas jeune, Warren Buffett, donc du coup, il investit dans ces chers secteurs un petit peu de l'ancienne économie. Moi, personnellement, ces secteurs ne m'intéressent pas, mais on va quand même jeter un œil. Comme ça, vous allez connaître cette entreprise. Je ne pense pas que tout le monde connaît cette entreprise dont Buffett est convaincu. Donc PER actuellement à 21, donc c'est pas bon marché, surtout, je ne sais pas si le secteur est vraiment technologique. Ensuite, price to sales n'est pas très cher non plus, donc ça va. Donc je ne sais pas si on peut considérer ça comme une valeur value. Je n'ai pas regardé en détail. Au niveau des marges, c'est pas impressionnant, mais c'est pas trop mal. Donc la marge nette, il est à 12% en moyenne sur 5 ans, c'est pas trop mal. Et la dernière, le 10%. En revanche, au niveau des rentabilités, je ne vois pas qu'est-ce que Warren Buffett cherche à faire ici comme investissement, parce que les rentabilités, surtout si on tient compte de la dette, sont vraiment très très faibles. Je pense que son idée, c'est surtout ça en fait, 92% de la perte de earning per share sur une période assez courte. Je pense qu'il est en train d'essayer de profiter de la situation particulière sur cette entreprise. On va juste jeter un œil très rapide sur le graphique. Donc la dette, elle est quand même énorme en fait, et le current ratio, regardez, il est à 0,30%. C'est vraiment très endetté, parce que ça veut dire qu'ils ont seulement 30% des actifs liquides par rapport aux engagements de court terme. Donc ça veut dire que les sommes qu'ils doivent payer d'ici un an, elles sont 3 fois supérieures à ceux qu'ils ont en cash, en fait, en actifs liquides. Donc c'est dangereux. De point de vue de la santé financière, cette entreprise se trouve dans une situation assez délicate. Pourquoi Buffett s'intéresse ? Il connaît peut-être quelque chose que nous ne connaissons pas, mais je ne suis pas prêt à parier. Là-dessus, je ne suis pas avec Père Buffett. Et voilà, c'est ça le graphique. Moi, je pense que cette remontée du cours, c'est en quelque part, c'est lié à son acquisition. Donc en fait, c'est exactement le même moment en plus. Donc là, quand on a dit, s'il a acheté quand? Il a acheté le 1er novembre, c'est ça. Donc, et là, la hausse, elle était... Ouais, elle était le 1er de novembre, donc c'est visiblement le marché a appris que Warren Buffett est en train d'acheter cette valeur, et c'est reparti, vous voyez, tout est logique. Quand les grands achètent, les petits suivent, on va dire. Donc voilà, ça c'est une idée de Warren Buffett, à vous de voir si ça vous intéresse. Kroger, voilà, cette société elle est un peu plus connue, en tout cas pour moi. Donc ça c'est la vente au détail, c'est le grand retail, encore une fois, les secteurs que Warren Buffett aime beaucoup. Moi, ça ne m'intéresse pas, encore une fois. Il n'investit pas dans l'Amazon comme moi, il investit plus dans les Kroger et Walmart, ça c'est assez classique. Donc on va voir à quoi elles ressemblent ces ratios actuellement, donc peut-être du point de valorisation c'est intéressant. Et là, effectivement, là on peut parler d'une valeur value, donc c'est 28 PER, mais PER c'est pas complet comme un indicateur, mais par contre price to sales, regardez, c'est vraiment très très intéressant. Donc la valorisation actuelle représente seulement 0,24% de chiffre d'affaires annuel. Vous voyez, donc vraiment, elle est value, clairement. Donc après, je ne sais pas quelles sont ses performances, mais en tout cas, le chiffre d'affaires, elle est supérieur que la valorisation, il est 4 fois supérieur que la valorisation en bourse de cette entreprise. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est ça la bonne question à se poser. Donc pourquoi le marché valorise cette entreprise? Peut-être il voit que les profits vont baisser, peut-être ils vont perdre de la clientèle et perdre le business. Donc les marges sont faibles, mais ici c'est normal parce que c'est en retail, donc je ne m'attendais pas à avoir des marges de fou. C'est pas négatif déjà, ça c'est pas mal. Et la rentabilité d'ailleurs, par contre, elle est intéressante. Là, en moyenne, 8% pour ce secteur, je pense que c'est intéressant et la dette doit être plus importante. Oui, la dette elle est importante, vous voyez, donc j'ai un peu d'expérience quand même dans les secteurs d'entreprise. Et le cours intration en dessous de 1, mais moins dangereux que la société précédente. Donc pour moi, c'est vraiment un peu plus intéressant si j'étais un investisseur comme Buffett. Et je pense que justement, le marché il le valorise
bénéfices pas chers, tout simplement parce qu'il est en train de perdre les BPA, donc les bénéfices par action ou le earning per share, EPS en anglais. Il y a quand même du dividende de 2% et payout ratio de 50%. C'est tout à fait classique pour ce secteur. Donc on va voir très rapidement sur le graphique. Je vous promets, je ne vais pas regarder en avance. Je pense que le graphique doit être assez massacré. On va voir si je me trompe. Voilà, en gros, bon, c'est assez volatile, j'ai envie de dire. Donc là, on était là, donc l'été 2021. Après, on a vraiment chuté jusqu'à 38. Et là, je ne sais pas si au niveau de long terme, ouais, c'est quand même assez cher pourtant. Je ne sais pas, de point de vue de ratio, ça me paraît pas très cher, mais moi je la prendrais quelque part par là, à 35, pas avant. Je ne sais pas, Warren Buffett, il doit avoir ses raisons, que ma raison ignore. Voilà, tout ce qui concerne les autres achats, Oragon et Co, ça c'est le spin-off de Merck. Je ne pense pas qu'il l'a acheté, c'est juste parce qu'il s'est fait attribuer de ses actions. Et RH, donc ça c'était il y a longtemps, donc là je veux pas trop, bon longtemps, il y a du miané, donc je préfère de regarder les autres gourous. Et Joe Greenblatt, nous avons vu déjà Greenblatt dans la précédente vidéo qui était consacrée aux gourous. Et j'ai beaucoup aimé le portefeuille de Greenblatt parce qu'il était extrêmement diversifié. Donc en fait, il n'avait pas beaucoup de poids sur les lignes. En fait, il avait beaucoup de lignes avec des petites parts. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Même si moi-même, je n'investis pas de cette manière. Mais c'est vraiment une approche assez safe en fait d'investir. Vous voyez qu'il est en train de tout vendre, mais littéralement tout vendre depuis mi-été 2021. C'est peut-être un tout petit peu tôt. Et donc là, clairement, on voit déjà quelques erreurs. Donc elle a vendu Moderna largement trop tôt. Parce que là, je pense qu'elle a fait doubler, voire plus que doubler depuis 30 juin 2021. En fait, c'est par trimestre, cette information tombe. Donc du coup, je n'ai pas toutes les infos. Mais comme vous pouvez voir, il détenait pas mal d'actions qui ont du hype, un peu du style Cathie Wood. Donc Upstart Holding, il a vendu également. Donc ça, c'est un Upstart Holding d'ailleurs qui a vraiment chuté cette semaine. Il détenait CrowdStrike, c'est une entreprise qui a fait les performances folles. Donc il l'a vendu. Donc je ne sais pas, c'est peut-être dommage. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a actuellement dans le portefeuille parce que vous voyez, les données chiffres que j'ai, c'est seulement il y a après 5 mois à peu près. Donc c'est un peu vieux. Donc voilà, ce qu'on peut constater, c'est que Joe Greenblatt, il est très vendeur actuellement. En tout cas, il était mis cette année. Donc, je ne sais pas quelles seront ses dernières positions. La prochaine fois qu'on va faire la vidéo, j'espère les dernières transactions de Joe Greenblatt vont tomber. Voilà, et maintenant notre cher Cathie Wood qui intéresse beaucoup de personnes, vraiment, qui adore acheter tout le hype du marché. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle a fait récemment. Donc elle a vendu pas mal de choses aussi en septembre dernier, donc ça c'est plus exact du point de vue de timing que Greenblatt, donc ça c'est pas mal. Donc elle a vendu, vous voyez, tout un tas de choses, donc il y a certaines entreprises que je connais pas, mais toutes ces entreprises c'est vraiment la tech, tech sur tech, on va dire, les entreprises où il y a beaucoup d'intérêt, c'est la catégorie C, catégorie D, ce sont les spécialités des fonds de Cathie Wood, qui a fait des très belles performances justement parce que toutes ces entreprises ont beaucoup monté. Par contre, ce qui nous intéresse évidemment, c'est cette Experienced Investment Corporation qu'elle a acheté fin octobre, donc c'est tout récent. On va regarder ce que c'est comme bête. Et là, j'ai un petit souci que je ne l'ai pas trouvé sur un Investing. On va voir si le Guru Focus me montre quelque chose. Voilà, il y a très peu d'informations sur cette entreprise. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce que c'est. Moi, je suis même curieux un tout petit peu à savoir. Selon le chiffre que Guru Focus a en disposition, il a un Piotrowski F-score de folie, presque maximum, 9. Ça m'étonne énormément. Donc, ROI pourtant négatif, bon, c'est bizarre en fait. Franchement, je ne sais pas si on peut se baser sur cette entreprise. Je ne sais pas si on peut se baser sur ces chiffres. Déjà, je vois le graphique qui est clairement typique pour les investissements de Cathie Wood. Donc là, maintenant, il est retombé. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. Je vais chercher sur Google en fait. Maintenant, désolé, je n'ai pas trouvé d'informations utiles par rapport à cette entreprise. Dites-moi dans les commentaires si vous la connaissez. Bon, soit c'est une start-up qui vient vraiment de s'intégrer en bourse, qui serait vraiment dans le style de Cathie Wood. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est ce qu'elle a vendu. Donc elle a une gestion très active. Donc elle a vendu beaucoup de choses, mais pourtant elle a acheté des Toast Inc., Archer, Soma Logic, donc Vanguard gros ETF. Donc elle achète aussi des ETF. Bon, elle a acheté Pfizer, ça c'est pas mal, un peu comme moi, parce que moi j'ai aussi du Pfizer dans mon portefeuille. Donc et tout ça, vous voyez, donc toutes ces opérations qu'il a faites en fin septembre 2021. Donc elle fait beaucoup de transactions.
Donc du coup, c'est assez intéressant de voir un peu sa stratégie. Mais j'ai l'impression qu'en fait, qu'il achète massivement quasiment tout. En fait, il y a plein de choses avec une forte orientation sur les actions de forte croissance. Donc c'est peut-être une bonne stratégie. Donc ça, c'est un gros fonds. Bien évidemment, il a le moyen pour le faire. Mais en tout cas, dans cette liste de ses achats, je ne vois pas que les valeurs de catégorie C et catégorie D. Je vois qu'il a investi quand même aussi dans General Electric, ce qui est vachement surprenant. Il est investi dans les ETF Vanguard grosses. Donc du coup, il veut avoir une grosse exposition sur toutes les entreprises de croissance. Donc ça fait parfaitement du sens. Et ça fait vraiment le style d'investissement de Cathie Wood. Après, la plupart des entreprises quand même qu'il achète, ce sont des entreprises technologiques de la catégorie D, je dirais. Voilà, parce qu'il y en a certains que j'ai même, beaucoup même que je n'ai jamais vu. Et c'est la stratégie de Cathie Wood. Le dernier gourou que nous allons regarder aujourd'hui, c'est Carl Icahn. Donc, qu'est-ce qu'il a fait dans les derniers mois? Donc, encore une réduction. Vous voyez, beaucoup de gérants vendent les actions. Donc, il y en a certains que je ne connais pas encore une fois. Donc, il a vendu Delek US Holdings, je ne connais pas. Xerox Holdings, il a acheté. Donc, Xerox Holdings, on peut regarder peut-être les fondamentaux, pourquoi pas. C'est une entreprise, c'est une grosse entreprise connue. Donc voilà, déjà sur le baromètre de GoroFocus, on voit que c'est une entreprise quand même de point de vue santé financière 5 sur 10. Il y a quelque chose qui me dérange. Déjà, Altman Z-Score est en dessous de 1,8. Vous savez, à partir de 1,8, on commence à parler des entreprises qui n'ont pas de risque de défaut. Donc je ne dis pas que 1,7 c'est mauvais, mais c'est quand même pas dans la zone. C'est pas comme Hermès ou LVMH, quoi. Donc c'est un peu plus gênant. Déjà dans le Benesch M-Score, au niveau de manipulation, de comptabilité, on est dans la zone orange. C'est pas non plus très rassurant. Ça veut dire qu'il a dans la comptabilité des incohérences quelque part. Donc ça ne va pas forcément qu'ils font des manipulations, mais cela veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes entre elles. Donc l'entreprise reste quand même relativement rentable, donc 6 sur 10. Et même au niveau de valorisation, ça a l'air d'être assez intéressant. Donc forward PE 9,3, PE actuel 13,6, c'est pas mal. EV EBITDA, mon indicateur préféré, et ça c'est vraiment super bien, je comprends pourquoi elle l'achète. Vraiment l'entreprise, elle n'est pas chère par rapport à ses profits actuellement. Et en plus, les analystes s'attendent que ça s'améliore dans les prochaines. Donc du coup pour moi ça fait du sens que Xerox. Pourquoi pas? Et donc, quand je regarde Investing, ça confirme ce que je viens de dire. Donc, vous voyez, price to sale 0,5, donc chiffre d'affaires supérieur à market cap, donc c'est génial. Donc, les marges ne sont pas énormes, mais bon, c'est pas la société de forte croissance. La rentabilité n'est pas négative, mais pas folle, évidemment. Et earnings per share, en fait, elles sont en croissance quand même, la croissance molle, mais pas trop mal généralement. Donc, là, évidemment, c'est une période assez particulière. Donc, là, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est particulier parce qu'il y a des pénuries, il y a des post-Covid, etc. Donc rien de très alarmant. Donc current ratio, il est largement au-dessus de 1, donc il n'y a pas de risque d'impayé à court terme, ce qui est normal. Et la dette, long terme, elle est tout à fait soutenable. Le dividende de 5%, c'est vraiment super bon. Donc du coup, moi, je comprends tout à fait l'investissement de Carl Icahn dans Xerox. Moi-même, j'irai peut-être pas. C'est mon positionnement, c'est ma gestion de portefeuille, mais en tout cas, cet investissement, pour moi, elle fait parfaitement du sens. Vous voyez, il augmente Xerox depuis un moment déjà, donc systématiquement. Donc, il l'avait acheté en juin, donc au début de cette année, première partie de cette année, il a acheté, et là, il a encore ajouté du Xerox. Donc, pourquoi pas. Donc, il achète systématiquement une entreprise Icahn, entreprise LP. Je pense que c'est une holding qui appartient à lui-même, donc je pense qu'il investit dans ses propres investissements, ce qui est bien. Tenneco, après il l'a acheté, il a commencé à tout de suite réduire. Donc visiblement, il n'a pas été content de cette opération. Voilà, donc ça, vous pouvez arrêter sur la vidéo si ça vous intéresse de regarder plus en détail de chacun des gourous. Voilà, donc aujourd'hui, je vous ai présenté les plus grands, les plus connus. Certains m'ont demandé d'évoquer George Soros, mais je ne présente pas les positions de George Soros, tout simplement parce qu'il est trader, en fait. C'est très difficile de lire sa stratégie réelle, en fait, quand vous regardez juste sa prise des positions, vente ou achat. Vous ne savez pas quelles sont les positions en dérivé en phase, donc c'est un trader, donc du coup, ce n'est pas forcément très représentatif. Et je fais exprès de ne pas montrer ces positions parce que ça peut donner des fausses bonnes idées, en fait, à des investisseurs si vous allez essayer de répéter ce que fait George Soros ou avec son quant fund, je ne sais plus comment il s'appelle,
si vous allez commencer à essayer de répliquer sa stratégie. Donc je ne pense pas que c'est une bonne idée dans le cas de Soros. Voilà, donc ça c'est des 4 gourous que je vous ai montrés, donc vous pouvez revenir dans la vidéo, regarder plus en détail quelles sont les actions. Je pense que ça va être utile. C'est un service Guru Focus qui est payant, que je paye très très cher et je vous fais profiter gratuitement au sein de Projet Mind de Cash de ces informations. J'espère que ça mérite un like. Il y a aussi un mécanisme de donation pour ceux qui veulent soutenir la chaîne gratuite, je vous rappelle. Et donc, vous pouvez profiter de ces informations, mettre en pause la vidéo et voir où investissent ces grands gourous. Voilà, moi je ne suis pas un gourou, je vous répète à chaque fois que je suis un blogueur et je n'ai pas le droit de donner les conseils en investissement. Et là, vous avez vu les vrais grands gourous d'investissement, dans quoi ils investissent. Maintenant, c'est le crypto game. Donc là, c'est un projet que nous avons lancé il y a 3 semaines. Je fais tout de suite le point sur où nous sommes aujourd'hui, donc dans notre portefeuille de crypto-monnaies. Les positions sur les cryptos, je vous rappelle, sont publiées sur le site minddecash.fr. C'est gratuit, il faut créer un compte. Et vous allez avoir l'accès à tous les portefeuilles ouverts. Donc vous pouvez consulter de ce qui se passe dans notre portefeuille Crypto Game. Donc là, l'état des lieux. Nous avons investi dans BAT, BAT Attention Token. J'ai mis aussi une colonne ici pour vous décrire très rapidement de quoi il s'agit, parce que je pense que là, pour la plupart, ces cryptos ne sont pas connus. Donc BAT, c'est l'industrie de la publicité numérique. Elle rémunère les éditeurs pour leur contenu et les utilisateurs pour leurs attentions. Donc en gros, nous avons investi 100 €. Maintenant, on est à 115 €. On a fait 16%, 39%, y compris les frais, etc. Donc on est à peu près, on est approximatif dans ces calculs. Donc Chiliz, c'est un réseau qui s'appelle socios.com, plateforme pour le sport et le divertissement. Nous avons investi 100 € également. Actuellement, la position, elle est de 125. Normalement, je suis désolé parce que je n'ai pas mis à jour l'exposition. Quand j'enregistre cette vidéo, c'est le samedi matin et ces 2 cryptos se sont envolés. Actuellement, ils font une performance journalière à 2 chiffres. Donc, j'ai oublié de mettre une ligne exposition, colonne exposition, pardon, pour cette crypto. Dogecoin, ça, ce sont des 2 scams, en fait, Dogecoin et Shiba que j'ai acheté pour un tout petit micro-montant. Ça n'a presque qu'une incidence sur le PNL. Donc là, on est à moins 5% sur Dogecoin, moins 28% sur Shiba. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'on fait. On augmente, on les laisse comme ça avec une toute petite exposition. J'ai oublié de vous rappeler le principe. Le principe est suivant. Donc, je publie le dimanche après la vidéo, le matin, le sondage sur la chaîne dans l'onglet discussion ou bien community si vous êtes en anglais. Donc, il y aura un sondage crypto game où vous pouvez voter quel crypto on va rajouter le prochain mois. La liste des cryptos, des idées de crypto, je prends à partir de vos commentaires. Mettez-moi dans les commentaires sur YouTube, s'il vous plaît, c'est là où je les prends pour la prochaine fois et je vais rajouter dans la liste des cryptos à acheter. On a 3 catégories X, Y et Z parce que tous les investissements dans les cryptos c'est extra méga risqué, donc on peut perdre tout et avec une forte probabilité. Donc la catégorie Z, dont vous voyez sur votre écran, ce sont des cryptos, on veut avoir beaucoup de choses en espérant que dedans, il y aura un prochain Bitcoin ou un prochain Ethereum. Donc, qui, selon vous, sera le prochain Bitcoin, selon vous, le prochain Ethereum? Dites-moi ça dans les commentaires, je vais le rajouter dans la liste. Ça va faire bénéficier à toute la communauté Mind de Cash et on va probablement devenir riche un jour comme ça, en ayant de la chance. Et là, contrairement au casino, quand on fait ce crypto game, les probabilités sont probablement de plus de notre côté que dans le casino. C'est ça l'idée de cet investissement, c'est pas du casino, c'est du hasard en quelque sorte, mais avec des probabilités qui sont pas trop mal. Voilà, c'est ça le principe. Et donc la dernière crypto de la catégorie Z, c'est Engine Coin, c'est les solutions pour l'industrie des jeux vidéo. On est actuellement presque à l'équilibre. Les dernières semaines, vous avez jamais voté pour Curve Finance, donc du coup je la vire de la liste. Dites-moi dans les commentaires s'il faut la garder, si vous pensez que c'est une bonne crypto. Il y a très peu de gens qui ont voté pour, donc du coup c'est une candidate à l'élimination. Les nouvelles cryptos pour lesquelles nous allons voter cette semaine, c'est Sand, c'est The Sandbox est un métaverse virtuel, je comprends rien, désolé, donc là je vous lis ce que j'ai trouvé sur internet, où les joueurs peuvent créer, posséder et monétiser leurs expériences de jeu. Je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est une des cryptos qui a été conseillée dans les commentaires pour la précédente vidéo Café du dimanche, ou bien vous pouvez mettre aussi les commentaires dans le sondage. Bref, Graph, c'est une autre crypto qui représente un protocole d'indexation pour interroger des réseaux comme Ethereum et IP.
C'est aussi une crypto qui a été proposée dans les commentaires. Stellar, je connais un peu mieux parce qu'à l'époque, j'étais intéressé par Ripple et ça, c'est un concurrent du Ripple pour les transactions interbancaires, le concurrent du système SWIFT qui est majoritairement utilisé entre les banques aujourd'hui pour faire les virements, pas que entre les banques en fait, pour les virements bancaires. Et donc, en gros, c'est une valeur pour moi, c'est presque la catégorie, pas Z, mais plutôt Y, parce que c'est quand même une crypto qui d'ailleurs, je crois, en Moyen-Orient, déjà utilisée par certaines banques. Je ne sais pas si c'est un mode test comme Ripple ou c'est une vraie utilisation. Je pense que c'est plus dans le mode pilote. Donc, c'est une des candidates. Pourquoi pas XLM, Stellar Lumens pourrait faire partie de notre portefeuille également. Decentraland, un logiciel qui cherche à initier un réseau mondial d'utilisateurs à exploiter un monde de virtuel partagé. Et encore une fois, c'est pas du tout mon domaine, je ne connais rien du tout. C'est quelque chose qui a été conseillé par notre communauté. Dites-moi dans les commentaires et votez surtout pour cette crypto si vous pensez qu'elle est intéressante. Ensuite, dans la catégorie Y, on n'a pas grand-chose. On a rajouté Cardano la semaine dernière. Bon, à moins 2% pour les cryptos, c'est rien du tout. Qu'est-ce que vous pensez on pourrait rajouter? J'ai vu que cette semaine, les anciennes cryptos, les Litecoin, les forks de Bitcoin, comme les Bitcoin Cash, ont été assez recherchés. Est-ce que nous devons les rajouter dans notre portefeuille? Dites-moi ça dans les commentaires. Solana, éventuellement. Je ne sais pas si la catégorie Z ou Y. Je ne connais pas trop cette valeur. Stellar, d'ailleurs, j'ai un doublon ici dans la liste. Donc peut-être... Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est la catégorie Y ou Z Stellar. Pour moi, j'hésite. XRP, c'est vraiment la catégorie Y parce que c'est une des grosses cryptos. Et on va peut-être compléter cette liste. Donc là, je vais choisir une des cryptos pour voter. Et dans la catégorie X, les cryptos les plus sécurisés, si on peut les appeler comme ça, parce qu'il n'existe pas, encore une fois, des cryptos sécurisés. Donc tout ça, c'est risqué. Donc pour l'instant, c'est Bitcoin et Ethereum. Je pense que sans doute, c'est les deux les plus grosses. Peut-être au Cardano, on va bientôt peut-être y rajouter. Dites-moi dans les commentaires si probablement un moment d'acheter un des deux. Et là, on pourrait s'exposer un tout petit peu plus parce que là, le principe qu'on a fait des achats vraiment minuscules à 150 €, donc voilà, c'est rien du tout. Pour la catégorie Y, on peut aller plus loin. Donc là, je l'ai acheté, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté d'ailleurs seulement pour 50 €, j'ai dû acheter un peu plus, je pense. Mais heureusement, parce que du coup, c'est négatif, je pourrais me renforcer sur Cardano, pourquoi pas. Et est-ce qu'on peut, au cours actuel, acheter Ethereum ou Bitcoin? Ça, c'est aussi une des options possibles pour cette semaine. En gros, dans les grandes lignes, ça se passe pas trop mal pour notre portefeuille de crypto déjà. Donc le démarrage a réussi, on est en positif parce que les plus grosses lignes qui ont le plus de poids dans notre portefeuille, ils ont fait des performances magnifiques. C'est vrai que les scams comme Shiba et Doge, ils sont en négatif, mais on s'attendait à ça, c'est pour ça que j'ai investi tellement peu. Et ensuite, Engine ne fait rien. Donc probablement, c'est aussi une possibilité de se renforcer sur Engine Coin. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. N'oubliez pas de partager cette vidéo également si vous avez des amis qui s'intéressent à la bourse, à la finance. Donc ça, notre communauté Mind Cash va grandir. Et là-dessus, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Mind Cash. N'oubliez pas qu'on reste en contact sur le site mindcash.fr et sur la chaîne Telegram, dont le lien se trouve à la description à cette vidéo. Je vous souhaite de passer un agréable dimanche. Mind Cash, bye bye.